Donc les banquiers ont contribué à 7 milliards d'euros de financement en trésorerie pour aujourd'hui près de 70 000 entreprises dans le secteur du tourisme. Bonjour Pedro Novo, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui au lendemain des annonces qu'on a pu avoir et écouter avec attention, qu'on fait partie de ce secteur du tourisme. On voulait profiter de ton éclairage, comme tu es au cœur de la coordination du plan tourisme au sein de la BPI. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment tout ça s'est mis en musique ces dernières semaines et comment on a essayé, en tout cas en France, de faire face au mieux à ce qui est un de nos piliers de l'économie. Je pense que tout le monde est assez impatient de comprendre voilà, quelles ont été les mesures qui sont mises en place, en tout cas sur ce premier volet pour l'été. Bonjour Vangelis et bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous pour partager effectivement ce court retour d'expérience, puisque ça fait 2 mois que nous travaillons main dans la main avec un certain nombre d'acteurs. Tu les as cités, des acteurs qui sont du monde bancaire, des acteurs qui sont du monde entrepreneurial, du tourisme, des exploitants, des hôteliers, des restaurateurs, mais également l'industrie des parcs de loisirs, de l'hôtellerie de plein air, l'ensemble de l'écosystème touristique français. Et puis avec le gouvernement et les différents ministères concernés qui ont œuvrer chacun dans son couloir d'expression et de spécialité pour contribuer à un plan dont la cohérence a été révélée hier finalement en termes d'offres et d'articulation au comité interministériel. Ce plan côté BPI France, il a fallu le préfigurer, il a fallu le penser, il a fallu le coordonner et c'est la mission qui m'a été confiée par Nicolas Dufourcq qui, au courant du mois de mars, constatant finalement que en cette phase de sidération, quand on se projette encore il y a 1 mois et demi en arrière, un peu le choc brutal suite à la fermeture administrative du 15 mars pour une partie des activités, et puis pour les incertitudes qui sont nées très vite pendant une quinzaine de jours, on a très vite senti qu'il fallait que, probablement en avance de phase, on réfléchisse à un plan pour la filière, de manière à lui apporter des réponses au choc subi. Au choc subi dans l'urgence, au choc subi dans la transformation et au choc subi dans le retour à la normale. Et il a fallu le penser, le coordonner avec les différents métiers de BPI France et l'articuler avec cet écosystème qui nous entoure, chacun ayant une contribution à y apporter. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'on y a travaillé de manière extrêmement active, avec des univers qui sont très différents les uns des autres. On a mélangé le public et le privé et je dois avouer que ça a été une très belle aventure jusqu'à présent et c'est pas fini, une très belle aventure humaine puisque maintenant, il faut faire vivre ce plan, qui est une première étape, qui sans doute appellera des épisodes 2, pour pouvoir avancer au fur et à mesure de l'actualité. C'est une actualité vivante, hein, on sait bien, cette actualité sanitaire. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas, à la vérité, la date exacte de réouverture de l'ensemble des établissements, et nous ne savons toujours pas, à la vérité, les conditions exactes dans lesquelles ces établissements pourront réouvrir. Donc, il reste encore des choses à stabiliser dans ce plan, mais les grandes lignes ont été fixées, le cap a été donné, et on a tenter collectivement de tracer un chemin vers ce retour à la normale. Est-ce que tu veux bien, pour nous, très rapidement, peut-être synthétiser quelles ont été les annonces clés et pivots sur cette séquence? Je rappelle très rapidement, on avait quelque chose qui était découpé peut-être en 3 séquences, la séquence d'urgence, la séquence de résistance, celle dans laquelle on rentre maintenant, et puis celle de relance qui sera probablement un peu plus explicitée à partir de septembre. En quelques mots, en quelques points clés peut-être avec ta vue de l'intérieur, est-ce que tu peux nous commenter les 3-4 grands piliers qui sont venus soutenir un petit peu le secteur dans les prochains mois? Alors, les choses sont. Il y a beaucoup de petits acteurs, qui soient publics, parapublics, qui ont contribué à leur niveau au plan, mais en fait, il y a quand même 3-4 grandes lignes effectivement qui se dégagent. La première grande ligne, il faut quand même le reconnaître parce que on parle souvent d'État-providence en France, mais c'est le dispositif le plus puissant. Et je ne crois pas vous mentir en le disant, peut-être les Norvégiens, il faudrait que je vérifie, mais probablement l'un des dispositifs les plus puissants de soutien à l'économie qui a été mis en place à cette échelle. Je veux dire, le premier d'entre eux, le chômage partiel. Ça a été la première mesure très rapidement annoncée pour dire aux entrepreneurs du secteur, on vous a demandé une fermeture administrative, on va assumer et prendre en charge les salaires. C'est quand même, à cette échelle, en termes d'éligibilité, ça a été une mesure fondamentale. Fondamentale et salvatrice. Ça a préservé l'emploi et c'est un choix que politiquement, nous n'avions pas fait en 2008. La crise de 2008, qui était d'une nature tout à fait différente, puisque nous l'avons subie par l'extérieur, c'était une crise financière puis économique, et enfin sociale.
Là, c'est tout à fait différent. La nature de la crise a été d'abord sanitaire, liée à la pandémie, puis elle est devenue économique, on est en plein dedans, et elle pourrait devenir financière. Alors sur le financier, éventuellement social naturellement, mais sur le financier, le choix qui a été fait par la politique européenne, l'hélicoptère money, c'est que quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte, la liquidité sera là. C'est vrai, la liquidité est là et les banques sont solides. Et il faut reconnaître pour l'État français sa mobilisation, qui a été exemplaire en rapidité d'exécution. Le choix a été fait de prendre en charge la rémunération des salariés. Aujourd'hui, 1 400 000 collaborateurs des métiers du tourisme, c'est-à-dire quasiment 95% de l'effectif, est payé par l'État. La deuxième mesure est une mesure qui, en proximité, touchait beaucoup d'entrepreneurs dans un univers du tourisme où les indépendants, les auto-entrepreneurs sont extrêmement nombreux. Et là, on touche les services liés, on touche un certain nombre de métiers qui sont autour des restaurants et des hôtels. Eh bien, ces entrepreneurs, ou des parcs de loisirs, ces entrepreneurs, eux, ont bénéficié pour nombre d'entre eux du fonds de solidarité. Ça a été la deuxième mesure. Prendre en charge une partie de la rémunération des collaborateurs ou des entrepreneurs qui voyaient baisser leur rémunération de 50%. Ça a été massif. C'est aujourd'hui près de 500 millions d'euros, avec un premier volet, puis un deuxième volet, pris par les régions, jusqu'à 10 000 euros, qui a permis de prendre, par exemple, des dépenses de loyer, qui est un grand sujet. Donc ça a été les deux grands leviers, avec un troisième levier qui est celui des exonérations, enfin d'abord les reports, puis les exonérations de charges que l'État a proposé, accepté à la filière. Ça fait trois grands volets de mesures qui, côté État, ont permis quand même de faire un tampon maximum sur les charges fixes de nos établissements. Et donc, les entrepreneurs de la filière ont pu bénéficier d'un espèce d'amortisseur de risque assez massif. En face de ça, il a fallu trouver le moyen de compenser en partie le chiffre d'affaires pas fait, puisque c'est à la différence de nombre de métiers, un métier où le chiffre d'affaires qu'on ne fait pas sur un repas servi ou sur une chambre vendue, on ne le refera pas. Il est perdu. On n'a pas de stock, en fait, on n'a pas de stock comme on pourrait en avoir dans un magasin de prêt-à-porter ou alimentaire. Donc, ça n'existe pas et il a fallu comprendre que ce chiffre d'affaires ne reviendra pas. Alors, pour faire face à ça, dans l'urgence, plusieurs mesures ont été adoptées. La première, le report des échéances de crédit. La communauté bancaire française a joué le jeu et a reporté massivement ces échéances de crédit. Il a fallu répondre immédiatement avec des financements, le cas échéant en trésorerie, et il faut reconnaître que les équipes de BPI France, en mode commando, se sont mis dès le 15 mars à la disposition du marché en créant des produits, c'était les prêts à tout, qui ont permis, avec les prêts rebonds faits avec les régions, de proposer des solutions de crédit immédiates aux entreprises qui avaient un besoin de trésorerie significatif. 3 milliards ont été faits en un mois. 3 milliards de crédits. C'est à peu près une fois et demie l'activité de BPI France sur l'année en prêt sans garantie, en un mois. Les banquiers ont très vite pris le relais. Et ça a été le PGE, le prêt garanti par l'État. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les banquiers sont totalement mobilisés sur l'exécution du PGE, avec des montants qui atteignent aujourd'hui plus de 70 milliards d'euros de crédits octroyés et qui représentent plus de 400 000 entreprises. Donc les banques ont joué le jeu. Alors, on entend qu'il y a des difficultés, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, que les taux de refus sont importants, etc. À la vérité, le taux de refus est en dessous de 3% en général, et la masse engagée de crédit est significative. Le tourisme là-dedans, pour terminer, représente un volume aujourd'hui de près de 7 milliards d'euros déjà. Donc à peu près à 10% dans son poids du PIB. Donc les banquiers ont contribué à 7 milliards d'euros de financement en trésorerie pour aujourd'hui près de 70 000 entreprises dans le secteur du tourisme. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de ce qui a été fait dans les mesures et c'est les grandes lignes de mesures qui ont été adoptées dans l'urgence par le gouvernement et par les acteurs privés. Alors, tu le sais, on a forcément un peu de feedback autour de tout ça. Je crois que dans la grande majorité des entretiens qu'on a fait depuis 3 semaines, je pense que tout le monde et tous les professionnels ont salué l'engagement de l'État et de l'ensemble des relais. Le PGE a connu beaucoup de succès. Il est vrai qu'il y en a pas mal qui sont en instruction parce que je pense qu'il faut le dire, ou je me permets de le dire, le secteur de l'hôtellerie n'est pas vu à date comme étant le plus porteur. Il y a eu, effectivement, on a compris que c'était le plus touché. Donc, les banquiers qui sont dans leur rôle de modérateur parfois prennent un petit peu de temps à bien évaluer les situations, mais dans la grande majorité des interlocuteurs avec qui on a pu échanger, notamment ceux qui sont plutôt assez structurés, on voit que ça a été une réponse qui a été très satisfaisante. Maintenant, il y a une typologie d'acteurs et comme tu le sais, on est sur un secteur qui est très capillaire. Cette industrie, elle a évidemment des gros acteurs industriels qui sont une chance pour
notre industrie au niveau français et international, mais on a aussi une multitude de petits acteurs qui font vivre les territoires, qui sont parfois des hôteliers restaurateurs ou restaurateurs hôteliers qui ont une vingtaine de chambres. Et auprès d'eux, on sait que forcément, ces logiques de fonds propres, ces logiques de trésorerie, c'est pas des choses auxquelles où ils sont familiers, où ils ont l'habitude de les traiter. Est-ce qu'il y a des volets de mesures qui sont aussi dans l'accompagnement de cette typologie d'acteurs? Est-ce que parce que tu as évoqué que la Banque des Territoires allait probablement être un formidable relais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la mise en place, d'aller faire toucher un petit peu ces publics qui sont moins simples à mobiliser, est-ce que vous avez déjà des réflexions qui sont en cours pour ce sujet-là? Alors, il y a d'abord une mesure qui a été adoptée très rapidement, en plus du fonds de solidarité, et notamment ça a été la mobilisation de la Banque des territoires avec les régions. Ça a été de constituer un fonds, aujourd'hui de près de 200 millions d'euros, qui permet de financer avec des avances remboursables les tout petits besoins. C'est l'acrobranche à l'entrée de la ville, c'est le cabanon à pizza à côté de la mairie, c'est des toutes petites activités qui avaient des besoins à leur échelle significatifs, mais qui n'entraient pas dans les fourches codines du financement bancaire traditionnel. Et donc, ça a été une réponse proposée par la Banque des Territoires pour toucher des milliers de petits cas d'entreprises qui ont besoin de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et ces dispositifs sont mis en place selon chaque région à travers un canon à cash, comme on l'appelle, qui est structuré pour chaque région. Alors parfois, c'est le réseau d'accompagnement à la création d'entreprises locales, parfois, c'est la maison des entreprises de la région administrative. Mais dans chaque région, vous avez, la quasi-totalité des régions ont joué le jeu, un dispositif dédié pour ces micro-financements. Pour le reste, la Banque des Territoires a très sensiblement travaillé dans le plan avec nous sur la complémentarité de l'action, sur les infrastructures, sur l'immobilier, sur les acteurs publics ou parapublics, sur les sociétés d'économie mixte. L'idée de l'engagement de la Banque des Territoires, au-delà de la partie urgence sur ce fonds résilience en proximité, sur les tout petites opérations en besoin, est complétée par une lecture d'infrastructure, mais qui est plus sur la phase d'après, on en parlera sans doute, qui est celle de l'investissement. C'est-à-dire que le choc ne doit pas obérer l'investissement. Et on va en parler parce que j'imagine que des questions sont déjà là en disant mais on nous parle d'investissement, mais on n'a pas de visibilité et on est gorgé de dettes. Comment on va faire? Bon ben voilà. Et donc c'est là-dessus que ces besoins, nous devons y répondre avec une ingénierie financière qui permette de relancer la machine de l'investissement malgré les fermetures et malgré une saison compliquée. Alors, justement, tu sais on est tous enfin, c'est une spécialité industrielle, le tourisme, et on a évidemment compris qu'elle était cyclique, qu'on avait besoin d'effectuer des capex défensifs ou offensifs, si on prend un langage d'investisseur, et qu'on avait besoin aussi de renouveler probablement l'équipement, de faire des rénovations, des changements de concept. En plus, tout le monde pressent qu'il y a forcément des faisceaux faibles qui vont devenir des faisceaux forts dans les changements de consommation, dans les attentes des clients. Et donc, il va falloir éviter d'enrayer ou de gripper le moteur d'investissement, parce que le vrai danger, et tout le monde l'a identifié, c'est de rater un cycle. Et quand on rate un cycle industriel, que ce soit dans l'automobile ou dans d'autres industries où l'image est plus fréquemment utilisée, dans le tourisme, on a de l'actif lourd aussi. Et donc, voilà, si on rate cet investissement, ça risque d'être compliqué pour notre compétitivité à terme. Demain, alors sans présager de ce que vont être les mesures, j'ai bien compris que vous aviez identifié le sujet, qu'il fallait porter, éviter les défaillances à court terme et permettre à l'offre et à la demande de se rencontrer. Il faut que les hôtels réouvrent, il faut que les Français puissent y aller. C'est quoi un petit peu la perspective sur cette logique de l'investissement? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être un deuxième effet des mesures qui sont dans les cartons. Ah oui, bah, le plan en soi, hein, le plan en soi, il vise non seulement à répondre à l'urgence, à faire tampon, comme tu le disais, pendant cette période de retour à la normale progressif, et à attendre, à faire le relais avec la clientèle internationale qui, de manière concentrique, va revenir, mais pas avant la fin de l'année et probablement progressivement sur l'année 2021. Donc pour nous, le retour à la normale, et je pense que l'ensemble des statistiques le démontrent aujourd'hui en termes d'études en termes d'études prospectives, retour à la normale est attendu pour 2022. À la vérité, je vais vous dire, on n'en sait rien. C'est lié à beaucoup de curseurs qui sont la capacité à vivre avec une épidémie dont on n'aura probablement pas un vaccin, mais peu importe si on n'a pas un vaccin avant longtemps, on saura déjà très largement traiter les symptômes de cette maladie avant même d'attendre un vaccin. Donc vivre avec la peur de se dire pendant tant qu'on n'a pas un vaccin, on n'aura pas nos clients, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas, par exemple, un vaccin, ce que j'ai déjà entendu dans quelques échanges avec des entrepreneurs, que je ne vais pas investir. Ça veut dire qu'on va plus vite apprendre à vivre avec
qui a trouvé un moyen de corriger cette épidémie. Et pour répondre à la question de l'investissement, parce que quand je dis ça, et j'insiste sur ce point-là, investir, c'est d'abord une psychologie. Avant de parler de moyens financiers, avant de parler de capital, c'est d'abord une histoire de capital humain et c'est d'abord une histoire de psychologie, de confiance. J'ai la confiance dans mon projet, j'ai la confiance de mon actionnaire, j'ai la confiance de mon banquier. Et après, j'ai la confiance évidemment de mes clients. Et ça, le rétablir cette logique de confiance, c'est ce qu'on appelle la réassurance sanitaire, les protocoles qui sont mis en place par la profession, c'est une clé essentielle du plan de réouverture. Ensuite, s'ajoute à ça les transformations subies. Oui, tu as tout à fait raison. Nous sommes absolument convaincus que cette période, finalement, il y a deux informations importantes. La première, c'est qu'on n'a jamais été aussi armé pour contrer une crise. Jamais. Jamais les banques ont été aussi fortes, jamais elles n'ont été aussi liquides en termes de financement, et jamais nous n'avons été aussi préparés à y faire face, nous-mêmes, en tant que BPI France ou en termes d'infrastructures publiques de financement. C'est-à-dire que nous sommes unis, intégrés, nous savons marier différents métiers, ce qui n'était pas le cas historiquement. Et des crises, depuis 1923 et la création du crédit hôtelier, on en a vécu. Et celle-ci est tout à fait originale, puisque c'est vrai qu'on a appuyé nous-mêmes sur le bouton stop, et on attend maintenant qu'on réappuie sur le bouton go. Mais on l'a choisi finalement de subir. On n'accepte plus la mort, donc on a choisi de fermer les établissements. C'est un choix. Alors ce choix-là, il a quand même une deuxième vertu, au-delà du fait d'affronter cette crise de manière aussi structurée par rapport aux autres et aussi forte, c'est que c'est probablement l'un des plus gros accélérateurs de transformation que tu évoquais. Et on est en train de vivre un phénomène qui nous recentre et qui, je ne crois pas au monde d'après en mode c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un monde. C'est pas la fin d'un monde, c'est l'accélération des transformations du monde que nous avions et dont les racines, nous les maintiendrons très significativement. La France est la première destination mondiale, la France restera la première destination mondiale. Mais il faut y investir et s'adapter. Une des vertus de cette situation, c'est qu'elle recentre l'importance du sens du positionnement de l'offre, son accessibilité. Tu parlais de tourisme social, recentrer le tourisme autour des Français, y compris les plus modestes, comprendre et donner accès à des outils capables aujourd'hui de porter pour une partie de la population française des moments où on redonne le sourire à des familles. Et finalement, ce n'est rien d'autre qu'une fabrique à sourire, le tourisme en France. On produit finalement du bonheur, du plaisir et des sourires. Alors derrière, il y a toute la générie financière et des parpaings à monter pour créer les conditions de cette fabrique à sourire. Mais la vérité, c'est que au-delà de la confiance, au-delà des moyens financiers, il y a aussi l'accélération des transformations que tu as commencé à citer. Le digital, évidemment, on est encore très très loin d'une parfaite digitalisation de tous les établissements. Deuxièmement, on a un marché extrêmement atomisé. Cette situation va accélérer la concentration du marché. Il faut s'attendre à ce que beaucoup d'acteurs se resserrent, se réunissent. D'ailleurs, c'est un formidable élan de fraternité et de coopération que l'on vit depuis 2 mois au sein de l'économie française. On va le vivre maintenant dans les 6 prochains mois où, et je l'ai vu dans les négociations avec les différentes parties depuis 2 mois, les groupes se sont resserrés. Les entrepreneurs qui étaient de bords très différents se sont réunis, se sont refermés les uns avec les autres. Donc, cette vérité-là va se traduire par plus de rapprochement d'entreprises, sans aucun doute. Et puis, pour terminer, la recherche de proximité, de circuits courts, de sens, de respect du climat sont autant de curseurs que les consommateurs vont regarder avec beaucoup d'attention, en plus de la sécurité en termes d'hygiène, en termes sanitaires, sont autant de curseurs également qu'ils vont regarder. Alors, moi, je connais un peu ta vie d'il y a quelques semaines, qui était plutôt tournée vers l'export. On sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a des enjeux de création de valeur au sein de notre territoire, dans notre espace national, mais le tourisme est un secteur qui crée de la valeur au niveau mondial. Comment tu vois la possibilité pour des acteurs, des savoir-faire français ou de l'expertise française d'être capables d'aller justement renforcer ce leadership, non pas sur notre territoire en tant que première destination mondiale, et j'espère qu'on le gardera, en tout cas qualitativement, mais également auprès d'autres territoires de création de valeur du tourisme. C'est vrai que le digital, tu l'as mentionné, a capté beaucoup de valeur. On n'a pas été dans le train des grands des canaux de distribution ou d'autres types d'acteurs digitaux. Est-ce que demain, on peut imaginer renforcer cette compétitivité à l'export, des savoir-faire,
même en termes d'actifs. Je pense qu'il y a des acteurs qui seront probablement propriétaires d'actifs à terme en Europe ou peut-être au-delà. Est-ce qu'on peut prétendre à élargir notre leadership également au-delà de notre frontière quand on parle de tourisme, ou est-ce qu'on est toujours un peu centré que sur notre territoire, qui est le plus beau, je te l'accorde, mais bon. Bah, c'est une excellente question. Je vois beaucoup de secteurs économiques qui, face à la résilience, par exemple, de l'économie française pendant de nombreuses années, n'ont pas vraiment fait d'efforts à l'ouverture, en se disant finalement je suis bien chez moi, pourquoi voudrais-tu que j'aille m'implanter, ouvrir une filiale ou créer un établissement ailleurs? Il est vrai en revanche que le savoir-faire français est reconnu, mais il est challengé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend la gastronomie, si on prend la restauration, mais également l'hôtellerie, les écoles hôtelières s'ouvrent partout dans le monde. Des chefs 3 étoiles se développent de plus en plus dans le monde. Et ils sont péruviens, australiens, japonais. Ils ne nous attendent pas. Donc, notre leadership n'est pas un acquis. Notre leadership, il se défend. Donc, la nécessité d'investir, vraiment, malgré la crise, malgré la situation subie, de maintenir une dynamique qui est je veux rester leader. Et partager son savoir-faire en termes de soft power est essentiel pour cette économie française. Et ça ne s'invente pas. Je veux dire, ça, il faut s'y préparer. Beaucoup de chefs, d'ailleurs, plus que d'hôteliers, mais beaucoup de chefs font des missions de conseil à travers le monde. Ils vont expliquer comment on ouvre un établissement, ils vont aider une chaîne hôtelière à signer une carte, etc., etc. C'est un peu moins vrai dans le savoir-faire hôtelier. La façon dont on construit des bâtiments, la façon dont on organise finalement une offre est moins projetée vers le monde, tant la demande française a porté la croissance. Pourtant, nous avons quand même une innovation. Nous avons été, dans certains domaines, avec quelques offres, les premiers à travailler sur des volets qui sont, ou alors assez différenciants sur la relation à la nature. Je pense à des projets comme Cocoon, par exemple. Je pense à des projets comme bon, Mama Shelter, maintenant, a quand même un certain nombre d'années, mais a été un précurseur de cette rénovation aussi, il y a à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans même, de ce tourisme urbain réinventé. Et d'autres ont suivi derrière. Et ce savoir-faire à la française séduit quand même. On reste un peuple impétueux, créatif, qui a du mal avec les règles, et ça nous permet une effervescence qui est reconnue dans le monde. Et donc, on a une chance là, dans ce domaine-là de mieux le faire savoir. Il y a une carte à jouer qu'on n'a pas encore totalement mis en œuvre. Les grands groupes l'ont fait. Accor n'a pas d'état d'âme. Et les équipes de Sébastien Bazin sont en conquête sur beaucoup de territoires, notamment en Afrique, par exemple. Mais d'autres sont plus timides. Et notamment par la taille, parce qu'on se concentre, il y a aussi une question d'accès au capital, aux moyens financiers, à la culture aussi, de se mettre en danger, de prendre du risque pour ouvrir un établissement en dehors de nos frontières. Et donc souvent, la barrière du capital est une première barrière psychologique. Or, le capital humain et le talent que nous avons est largement vendable et est une valeur extraordinaire à l'international. Vous savez, il y a une expression que j'entends souvent quand je suis à l'étranger, hein, et je l'utilise à toutes les sauces, c'est à la française. Tout le monde sur la planète, quand vous les rencontrez avec un sujet particulier, ah, c'est à la française. Ils ne sont pas français, mais ils le disent. Et le tourisme à la française, le monde le regarde avec beaucoup d'appétit. Bon, c'est notre French flair, faut en être content et effectivement capitaliser dessus. On est rentré, le contexte dans lequel on est rentré dans cette crise, je parle peut-être là maintenant d'acteurs qui étaient un peu plus structurés. Il y avait quand même pas mal d'equity sur le marché. Il y avait pas mal d'appétit aussi pour la classe d'actifs, si on revient plus Ouais. particulièrement à l'hôtellerie. De ce que j'ai compris, l'ensemble de ces acteurs-là, même si aujourd'hui ont peut-être mis un petit peu en pause ou ont un peu décalé leurs projets ou leurs ambitions en termes d'accélération sur la restructuration du marché, notamment sur les actifs, en tout cas, ils sont très mobilisés et prêts à être de nouveau très actifs. La confiance sur ce secteur, pour les acteurs qui le connaissent, reste toujours d'actualité. Maintenant, si j'entends ceux qui le connaissent un peu moins, qui étaient peut-être des acteurs de l'investissement immobilier traditionnel, qui commençaient à regarder cette classe d'actifs ou autre, là, on sent qu'il y a peut-être un petit peu de retour en arrière. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire en termes de communication pour à la fois amener davantage de transparence auprès d'acteurs qui sont peut-être moins familiers avec ce secteur-là et demain, comment on peut
peut-être renforcer l'écosystème existant de notre secteur pour lui donner à la fois son élan au niveau national, parce qu'on l'aura quand même bien soutenu avec de la dette souveraine, donc il faut que tout le monde puisse en profiter, et puis aussi ce volet d'aller capturer, évidemment avec beaucoup d'approche pacifique, mais business quand même, cette création de valeur qui se fait aussi dans d'autres pays, dans d'autres territoires. Alors, c'est très juste. Ce que tu dis fait référence à ceux qui sont historiquement dans le marché et qui donc ont traversé des cycles et des tempêtes, et ceux qui l'ont découvert dans un cycle plutôt positif et qui en sont revenus en se disant, dis donc, je viens d'investir et je constate que quand même, je prends une belle gifle alors que je venais d'ouvrir un établissement ou que je venais d'en acheter un. Et donc, ceux-là vont sans doute avoir un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, s'ils restent patients et sages, ils vont comprendre à quel point le sous-jacent est résilient. C'est-à-dire que nous avons une crise tout à fait temporaire. Elle est d'abord sanitaire liée à une fermeture, et la question de la confiance va redevenir centrale. D'ici la rentrée, on aura oublié tout ça. Au mois de septembre, on sera revenu aux affaires de manière quasi normale, des habitudes auront changé, les transformations se seront accélérées, on en a parlé, mais rapidement, ces investisseurs vont comprendre que finalement, 3 mois après, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Finalement, mon immobilier n'a pas bougé, mon banquier n'est pas parti, mes clients sont revenus, j'ai eu des charges, c'est vrai, pas prévues, mais j'ai quand même pas tout perdu. Et donc, ils vont vite comprendre que ce n'était pas une erreur. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent déjà que ce n'est pas une erreur et que le marché est un marché résilient. C'est un sous-jacent de moyen et long terme. C'est un sous-jacent sur lequel la décélération, toute brutale qu'elle soit par l'arrêt de l'activité, retrouve de la normalité avec du temps, mais la retrouve. Et donc, la capacité, l'attraction que nous pouvons avoir sur nos sous-jacents en matière d'investissement, je ne suis pas inquiet sur le fait que les investisseurs maintiennent leur position. D'ailleurs, y compris les banquiers. Aujourd'hui, quand nous parlons de projets, ils les regardent tous. Tous. Alors après, te dire qu'ils les regardent de la même façon qu'il y a 4 mois, non. On va dire la vérité. Ils les regardent avec un peu plus de soupape de sécurité. Et ça, c'est une des conséquences de la crise, sans doute, qui est que pendant un an devant nous, probablement que les plans de financement vont être un peu plus protecteurs, peut-être un peu plus prudents, peut-être un peu plus équilibrés, et que les effets de levier seront, et de manière communément admise, sans force, seront plus équilibrés. Un peu plus de fonds propres, un peu moins de dettes, des dettes plus longues, plus structurées et progressives, peut-être un peu plus d'obligataires. L'alchimie, la construction du plan de financement des entreprises et de leurs projets va sans doute chercher davantage d'équilibre pour ne pas revivre ce qui a été vécu et se dire si ça revient, si on prend aujourd'hui conscience de ce risque sanitaire qu'on n'a pas vu venir, on n'a pas vu venir. Moi, je me souviens encore de discussions lorsque j'étais au CES de Las Vegas avec un certain nombre d'entrepreneurs du tourisme en début d'année, qu'on regardait avec des yeux ouverts, et donc qu'est-ce qui se passe en Chine, quoi? Ça n'arrivera pas chez nous. Et on est aujourd'hui dans une situation que personne n'a anticipée, personne. Et je suis absolument convaincu que on en sortira avec le sentiment que ce que nous avons vécu est une alerte, qu'il ne faudra pas revivre dans ces mêmes proportions. Alors il faut plus d'équilibre. D'ailleurs, le plan que nous avons construit, nous et l'ensemble de la communauté bancaire et d'investisseurs, répond à ça. Hein. Plus d'équilibre. Ça va avec la recherche du sens dans l'offre et le client et sa relation. C'est l'équilibre que l'on traduit également dans le plan de financement. Alors, je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien avoir ton sentiment parce que, évidemment, on partage. Alors, les Grecs disaient que le cosmos émerge du chaos. Alors là, on a connu la situation un peu chaotique. Donc, normalement, on ne va pas faire mentir cet adage millénaire. Et je pense que ce n'est pas cette fois-ci qui va encore changer. L'humain reste central dans notre vie, et tant mieux, et c'est important. Selon toi, et ce n'est pas un exercice de boule de cristal, donc écoute, c'est juste partager à date ce qu'on pourrait imaginer, quels seraient les un ou deux ou peut-être trois grands changements, peut-être sociétaux, qui vont venir impacter ou qui vont venir faire évoluer le secteur, l'équipement, ses business models, voilà, parce on réfléchit beaucoup à ça en ce moment. Est-ce que toi, tu as comme ça quelques frémissements, quelques idées qui te viennent à l'esprit? Je vois deux, trois game changers.
le premier game changer, il est lié à la mobilité. C'est-à-dire qu'on va sans doute sortir, après cette extrême digitalisation subie de nos échanges, de nos métiers, de nos activités, avec le constat que finalement, on n'a pas besoin de se déplacer. En tout cas, pas autant qu'avant. Et ça, c'est un enjeu très significatif parce que, en termes d'impact sur le business, notamment du tourisme d'affaires, notamment de la mobilité, la capacité d'acceptation sociétale de la pollution liée aux enjeux climat, donc à cette mobilité, va profondément changer nos analyses et nos vies. Probablement d'ailleurs que l'impact environnemental des projets que nous allons porter dans la filière sera analysé de manière un peu plus précise qu'il ne l'était historiquement. Et que sans doute ça conditionnera un accès à des liquidités moins chères, plus compétitives, dès lors qu'on respecte davantage certains critères. Donc on verra sans doute cette idée percer davantage que les enjeux environnementaux et sociétaux liés aux enjeux de la mobilité vont profondément changer les métiers du tourisme. Ça veut dire aussi, quand je dis ça, l'attention à un tourisme de proximité, l'attention à un tourisme de nature, plus proche des valeurs simples, l'attention d'un mouvement, pour un mouvement qui avait déjà commencé, d'une forme de détox urbaine. Quand je parle de tourisme de proximité, ça interroge sur ce tourisme de première ceinture, ce tourisme de week-end, qui n'est plus celui des capitales européennes, mais peut-être celui des capitales régionales. Et je crois un peu à ces vacances de 1936 avec le renouveau du tourisme, quoi. On découvre les vacances. Il y a un peu de ça sur la façon de reconsommer autour du tourisme lié à la mobilité. Ça, c'est très important. Et ça touche la France comme ça touche la clientèle mondiale. Le deuxième sujet un peu vraiment game changer que je vois, c'est lié sans doute à l'environnement agricole. C'est pas totalement lié, mais c'est à la façon dont on assume et assure notre autosuffisance, notre production, et donc ça interroge sur les circuits courts. C'est un peu lié, hein. C'est-à-dire la façon dont nous allons servir nos clients dans les établissements hôteliers et les restaurants, avec l'attention portée justement liée au climat également. La tomate, elle vient d'où et pourquoi tant de kilomètres, ce que j'ai servi au petit déjeuner vient d'où et quelle est la distance finalement et les transformations qui ont été apportées. Enfin, il y a beaucoup de sujets liés à la consommation et à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire liée qui vont rentrer quand même dans un curseur d'attention beaucoup plus fort et beaucoup plus marqué. Le troisième volet que je vois game changer, mais c'est un virage qu'on a raté en 2008. Ça a été avec le boom des GAFA, c'est sans doute le digital. On en parle beaucoup, hein, mais c'est cet impact digital repensé, sans doute mieux équilibré. Et alors, est-ce que nous, on va faire un Google à la française? J'y crois plus, je vais être très clair, hein, pardon de le dire cash, mais je ne crois pas à ce qu'on arrive à faire un Google à la française. On fera autre chose. Et je crois qu'en ce moment, sont en train de se préparer des idées autour du digital français qui a beaucoup mûri. On y a d'ailleurs beaucoup contribué au sein de mes pays France, avec l'émergence de startups qui commencent à atteindre une taille significative et qui vont nous aider à repenser les services, les produits, l'offre et la façon dont nous les vivons. Les check-in ou les check-out comme on les vit, les accès, la personnalisation, tout ce qui est lié à la compréhension des attentes clients, à l'anticipation. On peut parler des plateformes, mais ça, elephant in the room, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que est-ce qu'on va savoir se passer des OTA? Je ne rentre pas dans ce débat. Les OTA ont servi à une large partie de la profession à être beaucoup plus visibles. Aujourd'hui, on estime que ça consomme trop de valeur ajoutée. Bon, ok, on comprend. Moi, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, visibilité et partage de la REM. Est-ce qu'on va réussir à créer un OTA à la française? Écoutez, là, c'est au-dessus de mes moyens. Là. Peut-être, mais en revanche, une réflexion est poussée sur ce thème par d'ailleurs l'État qui a mandaté Olivier Sichel au sein du groupe Caisse des dépôts Banque des territoires pour penser à une offre qui ne soit pas aller faire le concurrent de ces GAFA-là, parce qu'on ne va pas jouer dans la même cour, mais en revanche, d'avoir un positionnement latéral un peu plus intelligent, un peu plus en proximité, plus proche de notre culture française, pour répondre à la fois à nos attentes en tant que consommateurs et aux enjeux des transformations digitales liées en termes d'accès à l'offre. Et donc, on verra comment ça va être traduit. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est la feuille de route d'Olivier Sichel. Donc voilà, c'est pour moi les trois grands enjeux que je vois.
pas si j'ai répondu à ta question, mais Ouais. les impacts sur la mobilité, sur la consommation et sur le digital. Alors, merci pour avoir partagé ton point de vue sur prospectif, mais évidemment, tout entrepreneur se demande comment il va investir ou comment il va financer toutes ces transformations que tu as évoquées. Est-ce que c'est pas là où vous avez quand même un rôle central, en tout cas, d'aller créer la confiance et l'accompagnement? Comment ça peut se dérouler avec BPI? Alors, c'est avec BPI, avec l'ensemble de l'écosystème bancaire et puis des investisseurs, hein. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un plan qui a été annoncé d'ailleurs hier par le Premier ministre, plan qui a été travaillé avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Bruno Le Maire, avec Muriel Pénicaud et Gérald Darmanin pour apporter une réponse parfaitement structurée. Évidemment, certains en attendaient beaucoup plus à ce stade, mais on verra, il y aura d'autres évolutions possibles. Mais pour le moment, qui vise à répondre justement à ces besoins qui sont, un, faire face au choc, et deux, préparer la transformation. Et c'est là que nous nous inscrivons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le choc réduise l'ambition. Évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, on en a parfaitement conscience. Et c'est avec la plus grande responsabilité que nous le disons. C'est-à-dire que se projeter à 1 an, se projeter à 2 ans, nécessite de la confiance et des moyens. Et pour les moyens, nous avons construit un pont aérien de cash entre le choc du 14 mars et la fin de 2021. Et ce pont aérien de cash, il passe par du capital, massivement, de la dette également, massivement. Et pour notre page BPI France, nous avons multiplié par 10 la capacité du prêt tourisme, qui est un financement qui peut aller jusqu'à 10 ans, dont une année de différé en capital, qui finance de la trésorerie, de l'immatériel, du digital, etc., jusqu'à 2 millions d'euros pour des TPE, PME, ETI. 1 milliard d'euros. Voilà, c'était 100 millions, 1 milliard. Bon. En levier avec l'écosystème. Le deuxième point pour nous, c'est sur les fonds propres. On avait un fonds que vous connaissez, le fonds investissement tourisme, que pilote avec beaucoup de talent historiquement Serge Mesguich et ses équipes. Ce fonds a été multiplié par 5. 5, c'est-à-dire qu'on va avoir une capacité de 150 millions qu'on flèche plutôt vers les ETI, au-dessus d'une capacité sur le fonds central qui va être autour de 240 millions sur des tickets dossés et puis de l'investissement. Et puis, enfin, et ça sera la plus grande innovation, mais probablement on reviendra en parler avec Serge, je ne m'invite pas, mais je pose la question, Plaisir. on viendra en parler avec Serge, sur ce fonds qu'on appelle FAST, qui est probablement l'innovation des 10 prochaines années qui va structurer notre offre d'irrigation en quasi-fonds propres de TPE et de PME en France. On commence par le tourisme et on ira sans doute après dans d'autres filières, mais c'est la première fois que nous allons proposer un plan probablement le plus ambitieux pour près de 300 entreprises qu'on cible de recapitalisation de l'écosystème touristique français. Précisément pour répondre à ce que tu disais. Comment on fait lorsqu'on a pris toutes ces dettes et ces crédits? Le PGE, le prêt tourisme, les prêts à rebond de BPI France, les prêts de la banque, et puis ensuite, on ne peut plus investir. Oui, on peut investir. On reprend des fonds propres. Alors certes, se posera la question de la dilution, la question de l'ouverture du capital, la question des obligations convertibles, mais c'est une question d'ambition. On est là pour créer de la valeur collectivement et on la créera en recapitalisant les entreprises et en prenant de la dette sur du long terme pour pouvoir transformer les outils. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'accompagnement, c'est le capital humain. On ne peut pas parler que de fric, il faut parler également des hommes et des femmes qui font nos entreprises et il faut les former, les coacher, leur donner un sens stratégique, une vision. Et c'est ce que nous allons faire pour 1500 d'entre eux en construisant un programme d'accompagnement hyper structuré, mais je serais très heureux de venir le représenter avec Serge. Je suis ravi de constater que depuis des semaines maintenant, on voit que les entrepreneurs de notre secteur sont courageux, font face avec détermination et sauront probablement relever la tête et être des acteurs de la reconquête, hein, comme ça a été évoqué par Édouard Philippe, et que derrière ça, il y a effectivement l'État, la BPI, la Caisse, la Banque des Territoires, qui a tout un écosystème pour venir soutenir, accompagner leur ambition. Donc, c'est vraiment, je pense, un signe très fort pour le secteur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments. J'espère que tu reviendras vite et accompagné pour nous donner plus d'éléments sur la suite, parce qu'il va falloir suivre ça et voir comment tout ça se développe. En tout cas, Pedro, merci infiniment d'avoir partagé ces éléments au lendemain de l'annonce des mesures, et à très vite pour la suite des épisodes et aller maintenant compter chaque pas qu'on fera vers la reconquête, le retour au succès, et puis même aller au-delà, parce que c'est quand même la vocation de l'homme de toujours avancer dans la direction et de grandir. Merci beaucoup, Pedro. Merci Vangelis, c'est le chemin vers la reconquête, comme tu le disais. Et puis, si vous voulez plus d'informations, dans l'attente d'avoir le plaisir de vous retrouver, plan-tourisme.fr.